Des manuscrits anciens enfouis sous les cendres volcaniques lors de l'éruption du mont Vouvus sont aujourd'hui déchiffrés 2 ans plus tard, notamment grâce à l'intelligence artificielle. L'IA vient d'ouvrir un parchemin scellé depuis près de 2 ans enfoui sous les cendres lors de la destruction d'Herculaneum par le mont Vouvus. Ce qu'elle a lu n'était pas qu'un simple texte. C'était une voix antique, intacte. Ces mots remettaient en question toutes les certitudes des historiens. On découvre alors un texte qui semble provenir d'une autre partie du papyrus, et l'on distingue à peine les différentes couches qui se sont imbriquées, révélant des arguments philosophiques des personnages inconnus et peut-être même des écrits de Philadème lui-même. Mais ce n'est pas tout, car ce parchemin n'était pas le seul secret. Les rouleaux d'Herculaneum. Le 15 mars 2023, Nat Friedman, Daniel Gross et Brent Seals ont lancé le défi Vouvus, un projet international visant à réaliser un exploit inédit, lire l'intégralité d'un texte scellé dans un rouleau d'Herculaneum carbonisé sans l'ouvrir physiquement. Ce projet a réuni chercheurs technologues et historiens autour d'un objectif commun, retrouver des mots restés cachés pendant près de 2 ans. Si vous essayez de les ouvrir, ils se désagrègent en morceaux. Bien sûr, le parchemin lui reste intact. L'histoire de ces rouleaux commence en 1752, lorsque des puisatiers découvrent d'étranges objets fragiles dans une villa romaine en bord de mer, identifiés plus tard comme la demeure de Lucius Calpurnius, Piso Cassinus, beau-père de Jules César. Ces objets se révèlent être des rouleaux de papyrus provenant de la villa du pape, la seule bibliothèque complète connue du monde antique. Lors de l'éruption du mont Vouvus, qui détruisit Herculaneum, une vague de gaz et de cendres surchauffées, atteignant des températures proches de 500 degrés Celsius déferla sur la ville. Les rouleaux ne furent pas consumés, mais carbonisés. Chaque rouleau se transforma en un fragile bloc de charbon de bois. Les peuples, les cultures et les lieux ont disparu. Et pourtant, telle une capsule temporelle, cet objet raconte une histoire. L'encre utilisée à l'époque était elle aussi à base de carbone, fabriquée à partir de suie ou de noir de fumée, ce qui posait un problème inédit. Sous les rayons X, l'encre et le papyrus apparaissaient identiques, rendant l'écriture pratiquement invisible. Même lorsque les scanners CT modernes ont révélé la structure interne étroitement repliée des rouleaux et permis leur déroulement numérique, leur surface restait vierge, rendant leur contenu illisible pendant des siècles. Ce défi a été relevé grâce à plus de 20 ans de travaux menés par l'informaticien Brent Seals et son équipe de recherche à l'Université du Kentucky. Seals a été un pionnier des méthodes non invasives d'accès au texte dissimulé à l'intérieur d'objets fragiles et stratifiés. En 2015, son équipe a commencé à tester une technique appelée déroulement virtuel, qui transforme les scanners CT en modèles tridimensionnels, pouvant être déroulés numériquement, sans endommager l'objet original. Cette technologie a démontré son potentiel avec le rouleau d'Enguedi, qui s'est révélé être le plus ancien rouleau de la Bible hébraïque, découvert depuis les manuscrits de la mer Morte. Cependant, les rouleaux d'Herculaneum présentaient une difficulté bien plus grande. Contrairement aux découvertes précédentes, l'encre et le papyrus étaient tous deux à base de carbone, ce qui les rendait presque impossibles à distinguer. C'est pourquoi nous avons pu récupérer l'encre à partir de ces numérisations. Il s'agit d'un motif extrêmement subtil, invisible à l'œil nu. Grâce à une subvention de 5 cents $0 du National Endowment for the Humanities, en 2019, l'équipe de Seals a développé des méthodes d'apprentissage automatique préliminaires, capables de détecter de faibles traces d'encre dans des numérisations tridimensionnelles. Des financements supplémentaires ont permis la création d'Educe Lab, un laboratoire d'imagerie spécialisé dédié à la résolution des problèmes les plus complexes en matière de préservation du patrimoine culturel, notamment les rouleaux d'Herculaneum. S'appuyant sur ces bases, le défi Vouvus a diffusé en France des données de rouleaux nouvellement numérisées par l'Institut, produites grâce à l'accélérateur de particules Diamond Light Source près d'Oxford. Ces numérisations à très haute résolution ont été rendues publiques, accompagnées d'une dotation de plus d'1 million de dollars, offerte par de nombreux donateurs. Presque aussitôt, une communauté internationale s'est constituée, rassemblant étudiants ingénieurs, historiens et chercheurs désireux de s'attaquer à un problème
resté irrésolu pendant des siècles. Moins d'un an plus tard, en décembre 2023, leurs efforts ont porté leurs fruits. Après environ 275 ans, le contenu d'un rouleau d'Herculaneum scellé a enfin pu être déchiffré. On y a découvert une bibliothèque contenant au moins un 800 rouleaux anciens, avec des textes en grec et en latin. Le grand prix de 700 $0 a été décerné à Youssef Nader Luke, Ferreritor, et Julian Schilliger. L'équipe a utilisé plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour vérifier ces résultats. 3 étudiants, dont un Américain de 21 ans, ont trouvé la meilleure solution et voici le résultat. Ils se sont assurés de détecter de véritables motifs d'encre plutôt que des variations aléatoires dans le papyrus. En recoupant différentes approches et en testant le système à plusieurs reprises, ils ont atteint une précision de plus de 85% dans la distinction entre l'encre ancienne et le bruit de fond des numérisations. Ce résultat est largement dépassé les attentes, car la plupart des organisateurs estimaient à moins de 30% les chances que quiconque parvienne à satisfaire aux exigences strictes du concours. Leur travail a révélé 11 colonnes de texte supplémentaires, portant le total à plus de 2 caractères lisibles. Au-delà de la détection d'encre, leur proposition a également introduit le système de segmentation automatique le plus avancé à ce jour. L'outil de Julian Schilliger, connu sous le nom de Thmato Anacleator, a permis d'assembler de larges sections de papyrus provenant de plusieurs rouleaux, confirmant des textes connus dans des zones familières, tout en découvrant des écrits entièrement nouveaux, ailleurs y compris sur les couches les plus externes. Jusqu'à présent, environ 5% du premier rouleau a été déplié et lu numériquement. Les papyrologues ont achevé une transcription préliminaire de chaque colonne révélée, confirmant que le texte n'est la copie d'aucune œuvre connue. Il contient des éléments inédits de l'Antiquité et fait actuellement l'objet d'une étude approfondie. D'après les passages décryptés, le rouleau explore le plaisir comme bien suprême dans la philosophie épicurienne. L'auteur examine comment la disponibilité de biens tels que la nourriture influence le plaisir qu'il procure, s'interrogeant sur la question de savoir si la rareté rend réellement une chose plus désirable que l'abondance. Il examine également si les gens sont plus enclins à renoncer à ce qui est abondant qu'à ce qui est rare. La formulation laisse entendre que l'argument se poursuit au-delà de la fin du texte retrouvé. Les premiers passages mentionnent un personnage nommé Xenopantis, peut-être le même musicien auquel fait référence ailleurs le philosophe épicurien Philodème, qui aurait été le penseur résident de la villa. Vers la fin, l'auteur critique vivement les points de vue opposés, les accusant de n'offrir aucune compréhension significative du plaisir. La plupart des spécialistes qui ont examiné le texte pensent que l'auteur est Phadimus lui-même, un disciple d'Épicure, lié à des figures telles que Virgile. Bien que certaines questions demeurent, les progrès constants en matière de détection d'encre par intelligence artificielle devraient permettre de lever de nombreuses incertitudes. Pour comprendre pourquoi la récupération de ces rouleaux est importante, il faut remonter au jour de leur enfouissement, le 24 août 79 après Jésus-Christ. La colère du mont Vouvious. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, la journée commença comme toutes les autres dans la ville balnéaire, animée d'Herculaneum, en 79 après Jésus-Christ. Cette ancienne cité romaine fut également ensevelie sous les cendres volcaniques par l'éruption du mont Vouvious. Les habitants vaquaient à leurs occupations sans se douter que leur maison se trouvait dangereusement près d'un volcan actif. Pour eux, le mont Vouvious n'était qu'une montagne, et non une bombe à retardement. 17 ans auparavant, un puissant séisme avait secoué la région. Mais rares étaient ceux qui y voyaient un avertissement. On considérait les tremblements de terre comme des événements courants, des punitions, ou des signes de Poséidon, le dieu de la mort, plutôt que comme les signes d'une catastrophe imminente. Alors que le magma remontait des fissures,
s'ouvrait dans cela. Sol et de la vapeur brûlante s'échappaient. Ces signes subtils passèrent inaperçus, tandis que la pression continuait d'augmenter en profondeur. Vers 13 heures, le mont Vuvius entra en éruption avec une violence soudaine. Une immense colonne de cendres et de gaz jaillit dans le ciel, s'élevant si haut que les habitants de Pompéi, toutes proches, ne pouvaient plus rien voir. En quelques minutes, des millions de tonnes de matériaux volcaniques furent projetés vers le ciel, atteignant près de 10 mètres au-dessus du sol. Une partie de ce nuage mortel fut transportée par les vents vers Pompéi, tandis que les habitants d'Herculaneum terrifiés assistaient à l'intensification de l'éruption, qui ensevelit Pompéi et Herculaneum sous des monticules de cendres. Bientôt des pommues des roches volcaniques légères et poreuses commencèrent à tomber comme une pluie fine. Cendres et débris s'amoncelèrent dans les rues et sur les toits, et la panique gagna du terrain. Certains s'enfuirent, tandis que d'autres restèrent chez eux, espérant que l'éruption se calmerait. Vers 17 heures, le poids des jets de cendres devint insupportable et les toits commencèrent à s'effondrer dans toute la région. Peu après minuit, l'éruption entra dans sa phase la plus meurtrière. L'immense nuage de cendres s'effondra sur lui-même, libérant ce que les géologues appellent une nuée ardente, une avalanche de gaz surchauffé, de cendres et de roches pulvérisées dévalant la montagne à plus de 100 km/h. La température à l'intérieur dépassait les 400 degrés Celsius suffisamment élevés pour vaporiser instantanément la chair humaine. Herculaneum n'eut pas le temps de réagir. La ville fut submergée en quelques secondes. Bâtiments, rues et habitants furent ensevelis sous des flots de matériaux brûlants. Au cours des heures suivantes, d'autres coulées s'abattirent accumulant couche après couche de débris. À l'aube, des coulées plus froides atteignirent Pompéi. Mais Herculaneum avait déjà disparu, scellé sous 20 à 25 mètres de dépôt volcanique, suffisamment profond par endroits pour recouvrir un immeuble de 4 étages. Pendant des siècles, on a cru que la plupart des habitants d'Herculaneum avaient fui avant la catastrophe. Seuls quelques squelettes ont été retrouvés, ce qui a conduit les chercheurs à supposer que la ville s'était en grande partie vidée de ses habitants au fil du temps. Cette croyance s'est effondrée il y a une vingtaine d'années. Lorsque des archéologues ont fouillé l'ancien rivage et fait une découverte bouleversante des travaux de fouilles, ont été menés par intermittence depuis 200 ans pour retirer la lave. Dans une série de hangars à bateaux en pierre, des dizaines de corps ont été retrouvés entassés, figés dans leurs derniers instants. Ces personnes avaient fui vers la mer, espérant être secourues pour être rattrapées au dernier moment. Le bioanthropologue Dr. Pier Paolo Petroni a étudié les restes et a identifié des signes indubitables d'une chaleur extrême au moment de la mort. Les muscles s'étaient contractés instantanément, forçant les mains et les pieds à prendre des positions crispées. Herculaneum était ainsi préservé comme un fossile dans l'ambre figé dans le temps. Provoqué par une exposition soudaine à une chaleur intense, les victimes furent frappées presque instantanément par la vague de chaleur brûlante, avec des températures atteignant environ 400 à 500 degrés. Celsius, le flux engloutit les abris en quelques secondes. La mort fut instantanée, ne laissant aucune chance de fuir, ni même de réagir. Malgré la violence de l'événement, les restes ont été remarquablement bien conservés. Les cendres qui ont enseveli les victimes se sont solidifiées en une couche protectrice, préservant les ossements et les positions pendant près de 2 ans. Parmi les découvertes les plus émouvantes, figure celle d'une femme retrouvée blottie contre son enfant à naître, révélant qu'elle était enceinte de 7 mois au moment de l'éruption. À ce jour, les archéologues ont mis au jour environ 300 squelettes, et l'on pense que beaucoup d'autres restent encore enfouis. Alors que la plupart des dépouilles racontent une histoire collective de mort subite et d'évasion ratée, un ensemble de restes allait plus tard se démarquer, remettant en question les hypothèses et remodelant ce que les chercheurs pensaient savoir sur les derniers instants d'Herculaneum. Héros d'Herculaneum. Pour l'historien Adrian Murdoch, l'une des victimes d'Herculaneum offre un témoignage précieux des derniers instants de la ville. Découvert gisant face contre terre sur la plage, cet homme est connu sous le nom de spécimen U26. Il s'agissait d'un homme adulte dont le squelette a été presque entièrement conservé
avec des fragments de peau momifiés noircis. Même sur son cuir chevelu, les chercheurs pouvaient voir des traces de tissu, préserver un rappel, saisissant de la chaleur extraordinaire qui l'a frappé au moment de sa mort. La chaleur aurait provoqué la dissolution de sa peau sous-jacente au niveau des muscles. Le docteur Richard Shepard, médecin légiste moderne et expert en médecine légale des catastrophes, a examiné le corps et constaté que la position de l'homme témoignait d'une lutte acharnée. Son visage contre terre ne correspondait pas à un simple effondrement. Sa main gauche était crispée dans le sol, comme s'il cherchait désespérément un refuge dans ses derniers instants. Mais si l'on observe sa main gauche, on constate qu'elle n'est pas simplement posée à plat sur le sol. Elle est enfoncée dans la terre. Le squelette fige un instant, témoignant à la fois de la violence de la vague pyroclastique et d'une tentative désespérée de survie. Les enquêteurs ont également examiné les objets trouvés à ses côtés. Une épée et un poignard, une ceinture en argent et une bourse en cuir remplie de pièces d'or et d'argent suggèrent qu'il était loin d'être un simple civil. L'épée indique qu'il était soldat, probablement encore en service actif lors de l'éruption du Vuvius. Ses vertèbres présentent des signes précoces d'arthrite, ce qui le situe entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine. Il lui manquait les dents de devant. Lorsqu'ils ont retrouvé le corps, ils ont constaté que notre homme n'avait plus ses dents de devant. Les pièces qu'il portait valaient environ 2 ans de solde d'un soldat romain. Pier Paolo Petroni, qui a étudié de nombreuses victimes d'Herculanum, note que la décision de ce soldat de rester à l'écart des autres demeure inexpliquée. Sa position sur la plage, loin des abris où les autres s'étaient réfugiés, est inhabituelle. Les preuves matérielles ne permettent pas de déterminer s'il avait un devoir militaire à accomplir, s'il gardait quelque chose, ou s'il avait une autre raison de se trouver à l'extérieur. Lorsque la nuée ardente s'est produite, la chaleur extrême a agi instantanément, carbonisant la peau et provoquant des contractions musculaires d'une violence inouïe. 2000 ans plus tard, des archéologues l'ont retrouvé vêtu de son équipement militaire, ses pièces intactes seules sur le rivage où il avait chuté. On ne saura probablement jamais si cet argent lui appartenait ou s'il provenait d'autres personnes. Sa mort soulève une autre énigme. Que s'est-il passé après l'éruption? Comment le monde romain a-t-il réagi à cette catastrophe? La réponse est plus étrange que vous ne le pensez. Ils ont tenté d'oublier son existence. La mystérieuse disparition de Herculanum, tandis que le sort de Pompéi faisait le tour du monde. Herculanum tomba peu à peu dans l'oubli. On hésitait délibérément à parler de la ville, et au Moyen Âge, elle acquit un statut quasi mythique. Au 18e siècle, on parlait d'Herculanum comme d'une cité perdue, à l'instar des légendes telles que l'Atlantide. Au fil du temps, les gens bâtirent leur ville directement sur les couches de terre qui recouvraient la cité et ses habitants ignorant tout de ce qui se trouvait sous leurs pieds. Ce silence fut finalement rompu au début du 17e siècle, lorsqu'un paysan creusant un puits découvrit par hasard la ville enfouie. La nouvelle de cette découverte parvint rapidement aux Bourbons, souverains du sud de l'Italie. Le roi de Naples ordonna à des équipes d'ouvriers de creuser des tunnels dans la roche volcanique durcie à la recherche d'objets précieux pour orner son palais. Les travaux étaient extrêmement dangereux. Les ouvriers étaient confrontés à des tunnels qui s'effondraient, à des gaz toxiques et à des conditions de vie périlleuses dans les étroits passages souterrains. La cour des Bourbons privilégiait la recherche de trésors à la sécurité des travailleurs, ce qui rendit ses premières fouilles à la fois rudimentaires et dangereuses. Les ouvriers bourboniens creusaient murs et plafonds sans trop savoir ce qui les attendait, ne trouvant souvent que de la roche massive. Épuisés par la peur et la fatigue, ils abandonnaient fréquemment les tunnels. Convaincus d'avoir atteint les limites de la cité, enfouis, les fouilles reprirent en 1738 sous le patronage de Charles, III d'Espagne, qui venait d'entreprendre la construction d'un palais royal à proximité à Portici. Il confia le projet à l'ingénieur militaire Giovanni Antonio Medrano et à l'officier espagnol Joaquín de Alubie, marquant ainsi le premier effort organisé et d'envergure pour mettre au jour Herculanum. Leurs travaux aboutirent à la publication de la L'Anticità d'Eolano, une série d'ouvrages qui diffusa des images de la cité enfouie à travers l'Europe.
Ces publications eurent une influence considérable sur le goût européen et contribuèrent à l'essor du néoclassicisme. À la fin du 18e siècle, des motifs inspirés d'Herculaneum ornèrent des objets à la mode, tels que des peintures murales, des tables tripodes, des brûle-parfums et même des tasses à thé. Les styles romains longtemps enfouis sous terre imprégnaient désormais demeures et palais, bien au-delà des frontières de l'Italie. Malgré cet impact culturel, les fouilles furent de nouveau interrompues en 1762. L'érudit Johann Joachim Winckelmann condamna ces travaux, les qualifiant de chasse au trésor négligente plutôt que d'études rigoureuses. Parallèlement, l'attention se porta sur Pompéi, site voisin bien plus facile à fouiller, enfoui sous seulement 4 mètres de matériaux volcaniques, environ contre une vingtaine de mètres est Herculaneum. L'intérêt pour Herculaneum se raviva au 19e siècle. Entre 1828 et 1837, le roi François Ier ordonna l'acquisition de nouveaux terrains et encouragea la reprise des fouilles. Après la formation du Royaume d'Italie en 1860, ces acquisitions se poursuivirent, permettant aux archéologues d'étendre le site vers l'est. En 1875, les fouilles avaient considérablement progressé, redonnant peu à peu à Herculaneum toute sa place dans l'histoire après des siècles d'oubli. Malgré des décennies de creusement de tunnels et de fouilles, seule une petite partie de la ville antique a été mise au jour. Andrew Wallace Hadrill et l'équipe de fouilles modernes pensent que de grands édifices publics demeurent enfouis sous terre, peut-être des bibliothèques ou d'autres complexes thermaux que les premiers chasseurs de trésors n'ont jamais atteints. Ces espaces souterrains pourraient receler des indices précieux sur la vie quotidienne dans la cité antique. Dans un tunnel récemment mis au jour, Andrew peut clairement observer les dégâts combinés causés par l'éruption et les premières fouilles. Une rangée de colonnes qui se dressaient autrefois fièrement est désormais brisée, leur sommet arraché de leur base par la force du Vouvus. Ces colonnes appartiennent à une basilique, un édifice public romain majeur où se réunissaient les officiels et où étaient tranchés les litiges juridiques. Grâce à des cartes détaillées datant de l'époque de Bourbon, les experts peuvent reconstituer le plan original de la basilique et imaginer son ampleur d'antan. Bien qu'une grande partie des œuvres d'art ait disparu depuis longtemps, des fragments de fresques et des objets épars subsistent. Les premiers archéologues ont prélevé tout ce qu'ils jugeaient précieux, laissant le reste sur place. Les fouilles de Bourbon ont mis au jour un art romain remarquable, mais elles ont négligé l'histoire plus large de la ville et de ses habitants. Selon les critères actuels, leur travail s'apparente davantage à du pillage qu'à de l'archéologie, motivé par la richesse et le prestige plutôt que par la compréhension. Malgré tout, ils n'ont pas tout emporté. Au-delà des restes humains qu'a-t-on encore conservé dans cette ville oubliée? L'analyse AD-IN de ces personnes révèle que la plupart des femmes étaient originaires de la région. Des découvertes choquantes dans cette ville autrefois prospère. Les archéologues travaillant à Herculaneum ont continué à faire des découvertes remarquables, notamment une rare tête de statue peinte trouvée près de la basilique. Docteur. Monica Castaldi est chargée de protéger et d'étudier cette pièce fragile qui offre un aperçu exceptionnel de l'art romain antique. Dès qu'elle a appris la découverte, elle a immédiatement demandé à son équipe de maintenir la tête humide en la plaçant dans un sac plastique, consciente que la fine couche de peinture risquait de disparaître si elle séchait trop vite. Grâce à sa réactivité, la surface peinte a été préservée, révélant des détails d'une grande finesse, rarement conservés. La couleur autour des yeux est particulièrement nette, conférant au visage une présence quasi littérale, rarement observée dans la sculpture antique. Les experts pensent que la tête représente une guerrière amazone, figure emblématique de la mythologie romaine, et qu'elle se trouvait probablement parmi les nombreuses statues de la basilique. Herculaneum se distingue de Pompéi par l'excellent état de conservation des matériaux organiques. Structures en bois, nourriture tissu, et même les étages supérieurs des bâtiments ont été préservés, offrant un aperçu plus complet de la vie quotidienne romaine. Mais ce qui rend ce site véritablement exceptionnel, c'est la présence d'objets du quotidien qui nous sont familiers et rassurants. La préservation du bois est particulièrement rare, car il ne survit généralement que lorsqu'il est brûlé gorgé d'eau ou complètement desséché. À Herculaneum, d'intenses nuées ardentes
carbonise le bois figeant sa forme et préservant ainsi les escaliers, les plafonds, les étagères et le mobilier avec une clarté remarquable. Certaines des découvertes les plus précieuses restent inaccessibles au public. Dans une pièce, les archéologues ont mis au jour du mobilier carbonisé, dont un lit à l'élégant cadre en bois. On remarque immédiatement la cloison en bois carbonisé qui donne son nom au bâtiment. La chaleur a transformé le bois en carbone, mais chaque détail sculpté est resté visible. Plus rarement, du bois non carbonisé a également survécu comme une porte de placard restée intacte, probablement, parce qu'elle a été exposée à une vague de chaleur moins intense. Le bois n'était pas le seul matériau organique à avoir résisté. Des archéologues ont mis au jour un panier en osier, probablement utilisé pour la pêche, ainsi qu'un pain romain tranché et marqué. Ce dernier portait encore les lettres AV et M, témoignant de la manière dont les boulangers marquaient le pain afin que les clients reçoivent la bonne commande. La signification exacte de ces marques fait encore débat parmi les chercheurs. Elles pouvaient indiquer le nom du boulanger, le propriétaire de la fleur ou servir de garantie de qualité. Sous les maisons coulait un ancien système d'égout qui servait aussi de décharge. Le professeur Mark Robinson a étudié ces vestiges et y a découvert des tessons de poterie et des restes alimentaires qui témoignent des habitudes alimentaires des habitants d'Erculanum. Les cuisines étaient souvent situées à proximité des toilettes, ce qui facilitait l'évacuation des déchets par le même conduit. Parmi les eaux usées, on a retrouvé des traces des derniers repas de la ville, notamment des noyaux de cerises minéralisés, des pépins de pommes et de raisins, ainsi que des noyaux de pêche. L'eau qui circulait dans ce système provenait d'un réseau d'aqueducs romains très sophistiqué. Au moment de l'éruption, l'Aqua Augusta alimentait en eau les villes de la région de Vouviois. Bien que l'on imagine souvent les aqueducs comme d'imposantes arches, la majeure partie du réseau était souterraine et ne comportait d'arches que pour franchir les vallées. La sophistication de ce réseau hydraulique associé à l'extraordinaire conservation des objets du quotidien continue de modifier notre compréhension d'Erculanum. À quel point cette cité antique était-elle avancée? Au total, le nombre de victimes retrouvées dans les chambres des bateaux et sur la plage est environ 10 fois supérieur à celui des victimes découvertes dans la ville. Civilisation antique avancée. À Herculaneum, l'eau était gérée avec soin et distribuée dans toute la ville grâce à un système très organisé. Elle était d'abord purifiée et divisée dans des stations d'épuration, situées en périphérie, puis acheminée par 3 canaux distincts, l'un vers les bains publics, un autre vers les demeures des familles aisées, et le troisième vers des fontaines où chacun pouvait puiser de l'eau fraîche. Au cœur de ce système se dressait une tour de répartition, construite au point culminant de la ville. La tour régulait la pression de l'eau, et lorsque la pression devenait trop élevée, l'excédent d'eau était acheminé par des canalisations vers des tours plus petites, situées au coin des rues, où des réservoirs supplémentaires la stockaient. Nous avons des canalisations en plomb qui montent et qui permettent d'obtenir la pression nécessaire pour que l'eau puisse alimenter les maisons individuelles. De là, des conduites en plomb acheminaient l'eau jusqu'aux fontaines publiques, assurant un débit constant et régulier. Ce système dit de captage continu garantissait un approvisionnement permanent en eau. Les robinets publics fournissaient toujours de l'eau fraîche, offrant un confort et une fiabilité qui rendaient la vie en ville particulièrement agréable. Cet approvisionnement constant en eau était l'un des nombreux moyens utilisés par les Romains pour transformer la vie quotidienne, alliant génie technique et urbanisme réfléchi pour améliorer les villes de toute la région. Au moment de l'éruption, Herculaneum était une ville prospère et paisible. Ses maisons surplombaient la baie de Naples et ses habitants menaient une vie confortable et aisée. Le système d'adduction d'eau fiable améliorait leur qualité de vie, leur offrant un niveau de confort inégalé en Europe jusqu'au 19e siècle, bien après la chute de l'Empire romain. Pourtant, tout cela a disparu en quelques heures. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant d'autres histoires incroyables dans les vidéos qui s'affichent à l'écran.